faut aussi développer ce sentiment profond que, à mon tour, j'ai quelque chose à dire et à faire, avec humilité, mais avec une grande ambition. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast Créer son école, c'est mon histoire. Et nous accueillons aujourd'hui François Rocher, directeur de Puy du Fou Academy, qui va nous parler donc de cette école assez différente, pas encore assez connue et qui vient d'avoir ses premiers élèves qui sortent dans le système Parcoursup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, absolument. Merci Anne. Déjà, je voudrais vous remercier de m'inviter. C'est vrai que c'est la première fois que je m'exprime sur Puy du Fou Academy, qui est une école vraiment originale, il me semble. Et on a la joie cette année d'avoir notre première promotion qui arrive au baccalauréat. Et hier soir, c'était les premiers résultats de Parcoursup. Alors ça donne quoi ? Voilà, donc écoutez, là vous avez un directeur assez content ce matin, heureux. Ouais. Beaucoup d'élèves aussi qui sont très heureux. C'est une joie hier soir d'avoir eu pas mal d'entre eux au téléphone. Les résultats sont très bons. C'est-à-dire que l'école a été valorisée, reconnue, je pense, pour le travail qui a été fait par les élèves, par les professeurs. Et donc on a plus de la moitié des élèves qui vont rentrer dans des filières sélectives, de type classe préparatoire, des élèves qui vont rentrer à l'école du Louvre. En fait, quand on regarde un petit peu le profil de nos élèves, ils sont appelés à faire des études supérieures longues, mais peut-être avec cette spécificité d'avoir une attention particulière pour l'art, pour la culture et aussi pour les sciences. Donc voilà, lettres, arts et sciences, c'est un peu le triptyque sur lequel on a travaillé pendant ces années de lycée. Donc beaucoup d'élèves vont rejoindre des classes préparatoires, mais littéraires et aussi scientifiques. Et puis l'école du Louvre ou des doubles licences en histoire de l'art, droit, sciences politiques, donc etc. C'est un beau début dans la cour des grands, quoi. Voilà, un beau début dans la cour des grands. Alors si on reprend maintenant l'histoire, j'ai envie de dire dans l'ordre, puisque ça a commencé par l'école maternelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, déjà à grands traits, ce que c'est cette école, et puis après revenir sur vous, comment vous êtes retrouvé dans cette aventure peu commune ? Voilà, moi je n'ai pas créé l'école. Hein. J'ai participé à la fondation, à la création du lycée, en rejoignant l'aventure en 2022, mais l'école s'est créée en 2015. C'était le souhait, la volonté et l'intuition de Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou, de créer une école et de manière concomitante à ce moment-là, sur le parc du Puy du Fou, se créer un spectacle qui s'appelle Le Dernier Panache. Et c'était aussi l'occasion, dans ce spectacle, d'intégrer des rôles d'enfants, de jeunes enfants de 8 à 12 ans. Et voilà, est née comme ça cette intuition un petit peu de l'école, avec aussi le savoir-faire du Puy du Fou, lors de la transmission, puisque déjà depuis 1997, il y avait un centre de formation pour les enfants et pour les jeunes de 4 à 25 ans, pour se former au métier des arts du spectacle et tout ce qui va autour. Donc il y avait déjà cette tradition, mais il n'y avait pas la tradition d'une école. Et donc ils ont fait le pari audacieux, assez génial, de créer cette école. Donc 2015. 2015, voilà. 2015. Alors que le parc du Puy du Fou, lui, il a été ouvert en... Alors oui, c'est beaucoup plus ancien dans les années... 70 ou 80. Alors 77 pour la Cinécénie, pour le premier grand spectacle, et puis ensuite le parc dans les années 80. Donc voilà, il y a cette histoire, il y a cet enracinement dans l'histoire du Puy du Fou, et puis évidemment dans l'histoire de la Vendée. Et donc c'est un terrain et un terreau assez génial, il me semble, pour l'éducation des enfants. Et cette école a gardé cette intuition de mêler à la fois une visée d'excellence académique, de croire en la capacité de transformer un peu le monde par la culture, et aussi de former la personnalité et les enfants à travers la formation artistique et la pratique effective d'un art pour tous. Voilà, c'est ça un petit peu l'intuition. Et peut-être aussi donner un certain goût de l'aventure, parce que beaucoup d'écoles sont un peu mornes. Hein. En France, si on compare par exemple à la Grande-Bretagne, on n'a pas le sentiment que ce soit très exaltant de vivre cette jeunesse. Et là, peut-être qu'il y a à la fois le goût du beau langage, de l'effort intellectuel, de l'élévation, mais aussi l'idée peut-être d'une aventure. C'est ça, il y a un esprit d'aventure, je pense, qui est très clair au Puy du Fou. C'est un lieu qui rassemble dans un même espace beaucoup de gens passionnés, assez audacieux. C'est ce que j'aime appeler l'esprit un peu panache. L'idée qu'on fait les choses juste parce qu'elles sont belles et un peu gratuites. Vous n'avez pas des casoirs pour les élèves quand même? Pas encore. Et alors vous êtes retrouvé comment de cette aventure? Parce que vous êtes un pur Parisien, si oui, alors moi j'ai effectivement, c'était
un pari un peu fou pour moi en tout cas, puisque j'ai eu la chance et la joie de travailler pendant 18 années à Stanislas. J'y étais très, très heureux, j'ai beaucoup appris là-bas. Vous avez fait un véritable cursus honorum, hein, vous êtes parti de... Voilà, je suis parti de la base, je suis rentré comme maître d'internat en terminant mes études, et puis assez vite j'ai pris des responsabilités éducatives, comme préfet des études terminales, puis directeur du lycée, puis directeur des classes préparatoires. Voilà, ça a été l'occasion oui, beaucoup d'aventures là encore, et puis aussi d'entreprendre aussi des projets intéressants. Il y en a un que j'ai à cœur qui est la création d'une prépa médecine. Oui. Voilà, avec une dimension éthique. Avec une dimension éthique. Voilà, il y a un parcours médecine et philosophie qu'on a fait en partenariat avec l'IPC, l'Institut de philosophie comparée. Vous avez fait des choses pour les filles aussi à Stanislas. Ouais, absolument, absolument. On a ouvert des internats de filles et donné vraiment les mêmes chances de réussite aux filles comme pour les garçons dans cette école qui a une tradition éducative longue d'école de garçons. Donc voilà, ça c'était... Pour les enfants handicapés aussi, je crois que vous avez eu des initiatives. Absolument, donc Stanislas, depuis 1995, avait ouvert des classes Ulysse. Oui. Donc a toujours été... Notamment depuis au lycée. longtemps. Et on a ouvert une classe Ulysse au lycée. Et ça c'est rare. Voilà, ça c'est rare, parce qu'on les oublie. Au début, on fait attention quand ils sont petits, puis après ça devient un petit peu plus difficile. Oui, c'est beaucoup plus difficile. Après 14 ans. Oui, donc vous aviez montré déjà des capacités d'innovation et de structuration. Voilà, peut-être. Et en tout cas, on est venu un peu me chercher, en quelque sorte. Je ne vous cache pas que je n'avais pas vraiment l'intention de quitter Paris. Je trouve cette ville formidable. Je ne vous cache pas que le hors contrat, à la fois me séduit dans la mesure où... C'est un peu transgressif par rapport à vos valeurs, hein. Oui, mais j'aime bien cette idée-là quand même. Et j'aime bien cet esprit encore un peu audacieux, de panache. Et surtout, je suis assez admiratif de tous ceux qui s'engagent pour la liberté scolaire. Et voilà, les directeurs, les professeurs et les familles, parce que souvent aussi les familles font ce pari audacieux. Mais je regardais ça peut-être un petit peu de haut aussi, pensant que l'institution était nécessairement un petit peu dans le giron du public ou du privé sous contrat. Mais c'est vrai que cette proposition avec le Puy du Fou est intéressante parce qu'elle a cette liberté, cette possibilité de créer quelque chose de manière très, très libre. Et en même temps une assise avec déjà une école qui était présente, qui a été fondée, donc je le disais, en 2015. Et puis aussi le parc du Puy du Fou, qui est une belle réussite. Donc voilà, ça reste aventureux, mais il y a quelque chose d'assez solide dans la structure qui porte le projet. Et c'est intéressant parce que c'est une manière un peu de renouveler la dimension institutionnelle de l'école. En France, on insiste énormément sur la dimension institutionnelle de l'école. On a l'impression que c'est presque plus important que son contenu ou entre guillemets, l'aventure qui peut s'y développer. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup moins portés là-dessus. On n'est pas obligé d'être un fervent lecteur d'Ivan Illich, mais globalement, il y a un surinvestissement en France de l'école institutionnelle, républicaine, etc. Et là, c'est intéressant parce qu'au Puy du Fou, il y a à la fois une structuration institutionnelle tout à fait conséquente. Au Puy du Fou, c'est énorme, c'est très structuré, très organisé. Et à la fois, il y a cette envie, je pense, d'aventure. J'en avais un petit peu discuté avec Nicolas et Philippe de Villiers à l'époque. Ouais. Et il y avait une vraie passion de transmettre. Il y avait vraiment... Il y avait de la passion dans ce projet d'école. Oui, c'est ça, vraiment. Je pense que la passion, c'est un des mots qui revient le plus souvent quand on parle de transmission ici au Puy du Fou. Oui. Et l'idée aussi avec cette école qui a ce statut de hors contrat, ça ne veut pas dire hors cas, donc on ne fait pas n'importe quoi évidemment, mais ce statut hors contrat est quand même assez génial. L'enjeu, c'est qu'est-ce que l'on donne à voir, qu'est-ce que l'on dit aux élèves, et comment fait-on pour que chaque cours soit un moment vraiment de plénitude et de joie. Je vois trop d'élèves qui se sont ennuyés dans leur cursus de collège et de lycée. Et là, on leur propose vraiment, je crois, une aventure scolaire. Pas simplement parce qu'on va déployer beaucoup de sport, de la danse, du théâtre, de l'art équestre, etc. Donc pas des occupations ou du loisir, mais véritablement la joie de transmettre, la passion de transmettre en cours de mathématiques, en cours de philosophie, en cours de français, etc. Et ça, je trouve que là-dessus, on a un système qui peut-être est un peu
à bout de souffle. Et donc, si vous devez présenter cette vision qui est portée par cette école Puy du Fou Academy, si vous deviez expliquer, je ne sais pas moi, à un Britannique par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez pour décrire votre école ? Pour un Britannique, c'est peut-être pas si original parce que je pense que le modèle britannique peut-être nous inspire aussi, dans la mesure où on veut vraiment mêler et la dimension académique d'excellence et une formation humaine qui se déploie par le sport et par les arts. Donc peut-être on retrouve davantage ça. Et puis vous avez la notion d'équipage aussi. Et la notion d'équipage, donc effectivement. ça peut-être vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que ça c'est très britannique pour le coup. Voilà, ça c'est très britannique. Ça, c'est des choses qui ont été mises en place dès le début dans l'école. Oui. L'idée de responsabiliser les aînés envers les plus jeunes. Oui. À titre d'exemple, un élève de CM2 est en charge d'un élève de CM1, CE2, CE1, etc., jusqu'à la petite section. Et ensemble, ils forment un équipage avec le chef d'équipage qui est en CM2. Vous avez combien d'équipages dans l'école qu'on voit bien ? Alors, il y a une vingtaine d'équipages au primaire. Au primaire. Parce qu'ils ont des noms grandiloquents, Charette, La Roche-Jacquelin. Ils ont des noms de Charette, La Roche-Jacquelin, etc. Et évidemment, voilà, des grands noms de l'histoire de Vendée ou de France. Ouais. Et puis, il y a aussi des équipages au collège. Voilà. Donc, sur le même principe. Tous ces équipages ont des services, des missions, plus précisément, à rendre au sein de l'école et qui changent de manière hebdomadaire. Voilà, donc ça, c'est des choses assez intéressantes et puis on a l'intention de développer un petit peu ça davantage avec, à terme, la création d'un internat qui sera plutôt destiné pour les lycéens. Voilà. Et dans lequel on retrouvera le système un peu de maisonnée, de créer 4 maisons qui vont structurer un petit peu la vie de l'école. C'est vrai que là vous êtes dans un système un peu intermédiaire. C'est pas le système House and Divisions, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu inspiré de ce que faisait Charlier à l'école des Roches, mais pas tout à fait. Ouais. C'est une sorte de... Pour l'instant, vous êtes dans un entre-deux entre les pratiques scouts, les pratiques britanniques, on va dire. Exactement. On est encore en construction de ce point de vue-là, mais ce qui est certain, c'est que on voit en fait les effets positifs de ces dynamiques au sein de l'école. Oui. Déjà, les élèves s'approprient l'école, ils aiment leur école, ils sont fiers d'y participer. Ce ne sont pas des corvées à faire, c'est quelque chose vraiment, des responsabilités qui leur sont données et on voit qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage dans ces différentes missions. On veille aussi à pas mal développer beaucoup de concours interclasses, que ce soit par des olympiades, que ce soit par des concours artistiques ou des concours d'éloquence ou des choses comme ça. Voilà, tout ça crée des dynamiques de groupe assez géniales. Et puis, on a des occasions aussi de célébration au cours de l'année. Vous avez un peu vos rites, vos rituels. Voilà, on a nos rites et nos coutumes parce qu'il me semble que si on veut fédérer, créer une société, il faut aussi rentrer dans un certain art de vivre. Ça passe dans la manière d'honorer les uns les autres, les succès des autres élèves. Donc tous les matins, enfin pas tous les matins, tous les lundis matins, on lève les couleurs, par exemple. D'accord. Et c'est une occasion assez géniale pour annoncer les autres qui vont passer dans la semaine, parce qu'on reçoit pas mal de monde, de visiteurs, des gens qui viennent visiter l'école, qui viennent comprendre un petit peu ce que l'on fait. Vous avez un drapeau, 2 drapeaux ? On a 2 drapeaux, le drapeau français et le drapeau du Puy du Fou. Voilà. Et nous chantons l'hymne du Puy du Fou, qui est cet hymne que l'on chante aussi à la fin de la cinécénie. Est-ce que vous savez le chanter ? Oui, absolument. Alors allez-y. Mais bien sûr, je le chante avec tout cœur, vraiment, chaque semaine. Voilà. Peut-être les enfants sauront-ils deviner dans les humeurs du jour et portés par le vent, tout là-haut, la voix d'autres enfants, voilà, etc. C'est pas simple en plus. Non, c'est pas simple. Alors c'était un enjeu important parce qu'en arrivant à l'école, il y avait cette tradition et je m'en inquiétais un peu. Voilà, parce que je voulais que ce soit chanté et chanté avec cœur parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un chant chantonné voilà. péniblement. Oui. Et puis il y a des paroles qui sont pas simples, qu'il faut aussi comprendre, etc. pour bien le chanter. Et donc on s'est donné une semaine pour vraiment entraîner les élèves, leur expliquer le chant. Et puis aussi, j'ai mis au défi mon adjoint en charge du collège, éventuellement qui est chef de chœur, qui a une grande expérience comme chef de chœur, de le chanter à 4 voix.
Ah oui. Et il m'a dit chiche, et c'est parti. Il a recruté à la récréation méridienne 90 choristes qui sont portés volontaires. Parce qu'il y a 400, et c'est comme ça 400 élèves. Hein, oui, à ce moment-là, il y avait 250 élèves, c'était il y a oui. 3 ans. Et là, nous serons 500 à la rentrée prochaine. Ah oui, donc il y a eu un grand développement. Donc sur les 250, il y a eu 90 élèves qui ont répondu présent. Et en fait, cet enthousiasme nous a poussé à créer dès la première année le cœur de l'académie. C'était un projet, mais ce n'était pas la priorité que je m'étais fixée en arrivant. Et en fait, finalement, dès la première semaine, on s'est dit, mais cette jeunesse est géniale. Ils ont vraiment soif, ils ont vraiment envie. Ils sont partants, ils sont déjà là. On a 90 choristes et on a pu déjà, dès la première année, produire quelques belles pièces avec eux. Voilà, pour la petite histoire. Donc on a nos rites, comme ça, on a nos symboles. Voilà, le lever des couleurs, la descente des couleurs le vendredi. L'uniforme, j'imagine. L'uniforme. Est-ce qu'il est beau cet uniforme? Oui, je le trouve bien. Il est à la fois chic et décontracté. C'est-à-dire, alors, en gros, il y a un... c'est une tenue bleu marine bleu marine et blanche. Hein. Le haut blanc, le pantalon ou la jupe bleu marine. Voilà, et puis il y a une cravate que l'on met à certaines occasions, certaines cérémonies. Et puis pour les enfants du primaire, c'est un haut, un gilet bleu ciel ou un pull bleu ciel. Voilà. D'accord. Donc avec le blason du Puy du Fou. Donc je crois qu'il l'arbore assez fièrement. Enfin, c'est pas un problème. Et puis évidemment, au-delà de la tenue vestimentaire, c'est une tenue générale que l'on vise. Et puis nous attirons des élèves je dirais vraiment de différents milieux. Donc cet uniforme permet une certaine unité, oui. Qui à mon avis favorise une liberté d'allure sur la cour de récréation, oui. Où on est souvent un peu sous le prisme des regards des autres et enfermé dans le jeu des marques ou de la surenchère de la mode. Je pense particulièrement aux âges du collège, mais pas seulement. Donc c'est vrai que ça donne une belle liberté, je trouve. Voilà. Et au niveau des élèves, est-ce qu'ils viennent essentiellement du Puy du Fou, Épaisse, enfin tous les petits villes et villages alentours, ou est-ce que vous avez un nombre important de personnes qui viennent de beaucoup plus loin? Alors, on a une demande qui est croissante. Je vous disais, on a doublé en fait les effectifs là sur les 3 dernières années. Mais donc avec cette croissance, évidemment, de plus en plus, les candidatures arrivent de loin. Et je dirais de toute la France, parce que j'en ai de Chambéry, de Nice, de Pau. Hier encore, j'ai rencontré une fille de Brive-la-Gaillarde, on a Compiègne, enfin voilà. Donc, mais essentiellement, c'est quand même l'Ouest. Hein. Donc il y a cette accélération avec beaucoup de demandes qui viennent de loin, mais peut-être une priorité est donnée à avoir des familles le plus possible enracinées en Vendée ou dans l'Ouest. Je pense que c'est important d'avoir une école dans laquelle les Vendéens se retrouvent. Chez eux. Voilà, parce que c'est une école de Vendée. Donc, et par la petite école, c'est-à-dire on a aussi des petites classes, de petites sections, puisqu'on commence à la petite section. Évidemment, le recrutement est local, donc l'idée c'est d'emmener ces enfants-là sur l'ensemble du cursus, s'ils le souhaitent, qui nous emmène donc jusqu'à un bac général à partir de cette année. Et au niveau des professeurs, est-ce que vous êtes arrivé à avoir des professeurs de grande qualité? Comment vous faites? Parce que c'est là qu'il y a le trésor. Hein. Le panache, c'est bien, mais tout repose dans le professeur. Oui, absolument. Je ne vous cache pas, Anne, que c'était mon angoisse en arrivant. Hein. C'est-à-dire que voilà. Et j'ai déjà trouvé une équipe sur place vraiment formidable dans sa formation, dans ses engagements. Donc il y avait déjà une équipe en place au primaire, très solide, au collège aussi. Mais la nécessité d'amener de nouveaux talents, et en particulier donc pour le lycée. Il me semble que pour le lycée, au moment où vous arrivez. Voilà, il me semble que pour le lycée, il faut avoir des compétences particulières pour enseigner au lycée, une maîtrise bien sûr de son savoir, aussi un grand charisme et une connaissance, une maîtrise de son savoir de telle sorte qu'on se projette dans les années supérieures. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas juste d'avoir le bac, mais de former un esprit dans sa capacité à raisonner, à conceptualiser, à argumenter et à le préparer pour l'enseignement supérieur. Donc il a fallu aller chercher des professeurs vraiment expérimentés. Des agrégés notamment. Et notamment des professeurs agrégés. Et voilà, je crois que
le sérieux de la proposition, le sérieux du Puy du Fou, hein, et la marque Puy du Fou, si j'ose dire, a fait son effet. Et donc on a pu recruter, je dirais, assez aisément, parce que je connais la question du recrutement des professeurs, qui est un sujet sensible, même à Paris. Oui, même à Stanislas-Franklin, voilà, ça reste compliqué. Et là, on a la joie d'avoir pu créer tout de suite une équipe de choc et des professeurs qui ont apporté beaucoup au sein du lycée. Et avec une belle place pour la dimension littéraire, à ce que je me suis laissé dire, parce que ça devient rare finalement. Il y a une telle sélection sur les sciences que souvent la littérature c'est le parent preuve. Oui, là, on n'a pas le sentiment que ce soit le cas chez vous. Vous voilà. Sacrifiez pas la belle langue, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que ça correspond bien à l'histoire du Puy du Fou. Moi, ça correspond aussi à une de mes convictions que je me suis faite dans mes années d'enseignant ou d'éducateur. Je crois vraiment à l'excellence littéraire, à l'excellence scientifique bien sûr, mais aussi à l'excellence littéraire. Et dans le système français, on sait bien qu'il y avait cette terrible formule à l'époque des séries où la L, c'est la poubelle. Et moi, j'ai vu de près des professeurs, des élèves vraiment brillants et avoir des parcours brillantissimes passer par cette filière littéraire. Vous restez quand même assez français dans votre manière de présenter les choses, parce que si vous allez dans certains pays, je vais citer un pays dont on ne dit même plus le nom aujourd'hui, la Russie. Ouais. En Russie, l'idée de distinguer tu es plutôt littéraire, tu es plutôt scientifique, ça, c'est un vrai mal français. Absurde. C'est un mal français. Ça ne leur parle pas. Ça n'a aucun sens. C'est un vrai mal français. Voilà. Et d'ailleurs, quand un élève, par exemple, de collège ou au début de lycée me dit « moi, je suis ceci, cela » je dis aimablement, je dis « pardon, mais sur le plan intellectuel, pour l'instant, vous n'êtes encore pas grand-chose, vous êtes en formation. Et on en parlera au moment du doctorat. Voilà, mais avant, on a besoin de l'esprit de finesse, de l'esprit de géométrie, on a besoin des humanités et des sciences, et de jamais les opposer. Donc, en fait, la réforme Blanquer, les parcours que l'on va nous proposer, nous permettent de tenir à un haut niveau, par exemple la philosophie, les mathématiques, la littérature. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, effectivement, ne pas opposer cela, mais croire aussi à l'excellence littéraire, c'est-à-dire, on peut former des esprits qui ne sont pas fumeux, qui sont rigoureux par la littérature et la philosophie. Et créatifs. Voilà. Et on a besoin, je crois, de cette créativité. Et les humanités et les arts nous apportent, je pense, ce supplément d'âme qui peut manquer dans la formation scientifique. Alors si on fait maintenant un focus sur la dimension artistique, parce que c'est peut-être le plus différent, le plus original dans votre approche, comment ça se passe ? Est-ce que tous les enfants participent à des spectacles ? Est-ce que ça ne désorganise pas tout ? Est-ce que ça ne crée pas un esprit un peu d'excitation permanente ? Comme on dit parfois, on n'est pas au cirque, on est à l'école. Donc, comment vous gérez ça ? Comment ça reste au service de leur croissance et de leur éducation et pas dans l'autre sens ? Vous n'êtes pas là pour créer de la main-d'œuvre enthousiaste pour le Puy du Fou. Donc, comment ça fonctionne ? Non, il faut que ce soit mis au service des enfants. Hein. C'est l'idée quand même. Ça reste ce qui est prioritaire, on est une œuvre d'éducation et de culture. Alors, en fait, dès la petite enfance, nous formons les élèves aux arts, et de manière particulière aux arts du spectacle vivant, comme on le dit au Puy du Fou, et en particulier en danse et en théâtre. Donc, dès la petite section, alors c'est de l'éveil, hein, évidemment, au début, ils ont des cours plusieurs fois par semaine, hein, c'est 4 heures par semaine en tout, des petites tranches de 50 minutes, en fait, de danse et de théâtre, et puis ça va se développer, se déployer davantage sur la deuxième partie du primaire, au collège et au lycée. Les élèves sont intégrés dans les spectacles, pas tous, mais ils sont tous appelés à l'être s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Donc, notamment au primaire, dans les classes de CE2, CM1 et CM2, donc ils jouent les 2 rôles enfants du spectacle dont on parlait, qui s'appelle Le Dernier Panache. Et ensuite, au collège, il y a des rôles qui leur sont spécifiques. Il y a un rôle garçon, et j'espère qu'on pourra créer le pendant d'un rôle féminin, parce que c'est tout nouveau, ça vient de se créer cette année. Le rôle d'Aurélien dans Le Signe du Triomphe. Et puis les élèves de 4e et de 3e, en fonction de leurs options artistiques, intègrent à nouveau Le Dernier Panache, mais cette fois sur des rôles qui ne sont peut-être pas de premier plan, au sens où ce n'est pas les rôles principaux, mais ils vont vraiment rentrer dans l'esprit de troupe et donc découvrir aussi ce qui se passe sur scène avant
pendant et après. Oui. Donc ils sont beaucoup plus responsabilisés aussi dans la vie de la troupe qui entoure le spectacle. Les lycéens, eux, ne rentrent pas dans des spectacles au long de leur cursus, faute de temps en fait, tout simplement. Alors eux, ils pratiquent quoi au collège, au lycée? C'est pas exactement. Alors au collège et au lycée, chose. on a toujours cette proposition en fait en 6e et en 5e, ils ont tous une formation initiale en danse, théâtre, petite initiation en art équestre, équitation, et ce qu'on appelle nous le combat et la cascade. D'accord. Voilà. Et petit à petit, en 4e, ils vont choisir 2 options pour n'en garder plus qu'une en 3e. L'idée est de déployer un certain temps, un temps suffisant, à raison de 4 à 5 heures par semaine, sur un domaine, pour pouvoir chercher un bon niveau d'expertise. Voilà. Et donc au lycée, ils choisissent une option. Voilà. Parmi ces par exemple, tu peux faire des combats à l'épée. Oui. Ça pourrait être une option de lycée. Voilà, absolument. Combat et la cascade. Après, à cela, vous ajoutez aussi d'autres options plus mineures en termes de temps et de formation, comme le chant, le dessin, et puis l'atelier d'écriture. Alors, expliquez-nous, cet atelier d'écriture, c'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Fonctionne? On l'a créé avec le lycée et avec... c'était une intuition qu'on avait, mais on a eu l'opportunité de le faire très vite avec la venue de Gwenaëlle Robert, oui. Connu aussi sous son nom de plume pour la littérature jeunesse de Gwenaëlle Barusso. Voilà, j'ai vu dans cette très belle bibliothèque qu'il y avait un certain nombre de livres d'elle. Voilà. Donc l'atelier d'écriture, c'est 1h30 par semaine. Ah, et c'est pas rien, hein. Voilà, réservé aux élèves du lycée. Voilà, c'est vraiment une bulle. Alors moi je ne suis pas expert du sujet, mais c'est vraiment un lieu de création. C'est un lieu de création et il faut guider les élèves, mais pas trop, parce que l'idée c'est pas qu'ils écrivent comme Gwenaëlle ou voilà, qu'ils reproduisent un schéma, mais que ça vienne vraiment d'eux. Donc ils ont beaucoup d'occasions de s'exprimer, d'écrire des nouvelles par exemple. Là, vous êtes et puis on peut leur passer avec des grandes tendances françaises, parce que maintenant il y a des ateliers d'écriture qui sont développés pour adultes, à Paris en particulier, mais certainement ailleurs, qui sont très courus, très demandés. Avant, on considérait que c'était une manière américaine de fonctionner, mais maintenant, en fait, on se dit, bah oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et on peut aussi leur passer quelques commandes. Donc ça, c'est intéressant. Notamment, et ça a été le cas, là ? Là, on a passé une commande et on est en train de choisir une des nouvelles. Je leur annoncerai demain laquelle a été choisie, puisqu'ils sont nombreux à avoir s'être présentés pour concourir au concours de nouvelles pour être publiés dans le Panache. Le Panache, c'est la dernière revue qu'on vient de créer. Une revue que l'on vient de créer au Puy du Fou. Une revue pour enfants. Une revue jeunesse, voilà, 8-13 ans. À laquelle on peut s'abonner On peut s'abonner par Internet, c'est un abonnement annuel, ou acheter les exemplaires, le mensuel sur le parc. Et dans chaque panache, il y a une nouvelle. Voilà. Et donc celle du mois de novembre sera celle d'un élève sélectionné. Voilà. Et au lycée, il me semble que les élèves créent un spectacle complètement, non ? Oui, qu'est-ce que absolument. C'est ça, alors ? Donc, on a parlé des intégrations des élèves dans les spectacles, primaires et au collège. Et au lycée, on n'a pas cette surface de temps suffisante, parce que c'est impactant aussi sur la scolarité. Alors, je reviens juste rapidement, mais par exemple, quand un élève sort de cours pour aller dans un spectacle, il y a un autre élève qu'on appelle le scribe qui prend en charge de lui transmettre ensuite le cours, et à charge pour l'enfant qui a été en spectacle le soir d'être à jour pour le cours du lendemain. Bon, évidemment, le professeur y veille et accompagne, mais il y a une responsabilisation des élèves là-dedans. Au niveau du lycée, on a un temps très court, on a un programme extrêmement dense et une ambition académique sérieuse. Donc il nous semblait que intégrer dans les spectacles allait peut-être pas convenir. Alors, toute cette formation artistique, il y a un moment, il faut qu'elle s'exprime. Il faut qu'on puisse produire, il faut qu'on puisse créer. Et l'idée, c'est de leur donner l'occasion de faire l'expérience de réaliser un chef-d'œuvre. Voilà. Chaque année, donc on écrit entièrement. Quand je dis on, c'est l'équipe enseignante. Bien sûr, Gwenaëlle Robert il participe au premier plan, mais pas que. Il y a toute une équipe aussi pour la mise en scène, pour l'écriture, pour la mise en scène, pour les décors, pour les accessoires, pour les costumes, etc. Et pour la régie technique. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on mobilise, et tous les élèves du lycée sont appelés à monter sur scène. Donc on monte tous sur scène. Et puis il y a des auditions dans le mois de septembre pour les premiers rôles. Les professeurs et les élèves jouent en même temps? Alors c'est tous les élèves, les élèves montent sur scène.
Et tous les professeurs sont impliqués dans l'organisation. D'accord, mais ils ne jouent pas en même temps. Non. Ça, c'est pas tout à fait britannique. Ça, c'est pas britannique. On a quelques professeurs de danse et théâtre qui sont montés sur scène. Mais c'est pas écrit pour ça d'abord. Et donc, tous les lycéens montent sur scène, mais c'est pas exclusif pour les lycéens, c'est-à-dire qu'il y a aussi des élèves du collège et du primaire qui montent sur scène. Il y a des rôles enfants, plus jeunes. Et on peut voir ces spectacles en ligne, c'est quelque part. Alors non, on ne le publie pas, il faut se déplacer en Vendée. Vous dans un lieu formidable qui s'appelle le Puy du Fou. Non, mais je pense qu'un spectacle comme celui-là, vit, bien sûr, on a de très belles captations vidéo, on a quand même mais je pense que ça se vit vraiment dans une salle. Là, on a eu la chance de pouvoir l'interpréter. Interpréter un spectacle qu'on a appelé Notre-Dame des Cœurs Ardents, qui était aussi une manière de rendre hommage à tous les bâtisseurs de cathédrales et à Notre-Dame de Paris. L'histoire se passe au 19e siècle. Enfin, je ne vais pas raconter ici toute l'histoire, mais c'est deux jeunes Vendéens qui vont se faire la promesse enfant de monter à la capitale et de sauver Notre-Dame après avoir découvert Notre-Dame de Paris dans le chef-d'œuvre de Victor Hugo. Voilà, donc il y a plein de péripéties et c'est assez extra. Voilà, il faut venir sur place. On joue 3 à 4 représentations et c'est fin janvier ou début février selon le calendrier, les vendredis et samedis. Mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine de venir pour ça. C'est un spectacle de très très grande qualité dont nous sommes très très fiers. Et donc la prochaine représentation, Et donc la prochaine représentation, on est en train de définir la date, mais vraisemblablement 6 et 7 février de l'année prochaine. Donc voilà, les dates seront bien sûr publiées sur notre site internet. Il faut réserver parce que on a accueilli cette année 3700 spectateurs. Ah, quand même. Ouais. Et est-ce qu'il y a des carrières derrière qui se dessinent potentiellement dans le spectacle, en tant que comédien? J'ai des élèves qui ont un vrai désir et qui s'est conforté, confirmé pour vraiment poursuivre dans une carrière par exemple de danseur, de cascadeur, de comédien. Oui, il y a des profils bien sûr qui se déploient comme cela. Et je pense et j'espère que tous auront à cœur d'être de vrais ambassadeurs des arts. Voilà. De donner un rôle de premier plan à l'art dans la vie quotidienne. Voilà. Et l'esprit de création. Peut-être un dernier mot, puisque notre podcast touche à sa fin. Comment vous arrivez à créer à la fois un esprit de transmission qui honore, j'ai envie de dire, les morts et les grands de notre civilisation, et en même temps un esprit d'innovation, de créativité, de liberté, j'ai envie de dire un peu un esprit dansant, un esprit aérien, un esprit léger qui est propre à la jeunesse. Comment vous arrivez à faire les deux pour que ce ne soit pas trop lourd, toute cette transmission, toute cette activité j'ai envie de dire, culturelle, quand même, assez dense. Ouais, c'est ça, c'est très dense. On a cette idée d'enracinement, on a cette idée que nous sommes des héritiers, on honore nos anciens dès qu'on le peut, mais en fait l'idée c'est d'être vraiment familier de tous les héros et les saints. Mais vraiment d'être familier. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi développer ce sentiment profond que, à mon tour, j'ai quelque chose à dire et à faire. Avec humilité, mais avec une grande ambition. Et voilà, l'école est un lieu, est un laboratoire assez génial où ils peuvent prendre des responsabilités, où ils peuvent s'exprimer. Voilà, et donc ça, je pense que ça leur donne effectivement confiance en eux, en leurs capacités. Et puis ils ont aussi de l'expérience, déjà à l'école, d'un certain succès. Qui n'est pas égotique, voilà, qui n'est pas dans la culture Instagram du portrait, du selfie, voilà, je cherchais, mais plutôt de mettre ça au service dans une projection, voilà. dans une vision, dans une certaine grandeur et un esprit de service. Voilà, donc il faut arriver à transmettre ça et peut-être faire en sorte qu'il y ait des règles très simples, mais comment dire, elles sont là pour permettre une certaine vie en communauté, mais il y a un souffle et une liberté énorme possible pour chacun des élèves. Voilà, c'est ça qu'il faut leur transmettre humblement, et je pense que ça passe dans la manière d'enseigner, ça passe dans la posture éducative, ça passe dans
l'amitié qui se déploie entre les professeurs et les élèves, cet engagement sincère pour eux, et cette conviction que tous ont quelque chose à dire et quelque chose à faire. Voilà. Merci beaucoup. Donc souffle et liberté, ça paraît de bons mots de conclusion. Absolument. Merci, puis rendez-vous au prochain numéro de podcast. Merci à vous.